Bref, bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Phoenix et en cette période de fête, j'espère que tout le monde va bien. Hier, c'était le réveillon, j'espère que vous l'avez valablement fêté. Pour ceux qui étaient en famille, pour ceux qui sont en couple ou même pour ceux qui l'ont fêté tout seul, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais que vous êtes lassés, fatigués, vous en avez marre d'entendre le tube All I Want for Christmas de Mariah Carey, c'est vrai que... Mais c'est justement pour ça que je vais vous le remettre un tout petit peu. On ne rigole pas avec la dîme de Noël de Tata Maria et aujourd'hui on va se poser calmement parce qu'on ne va pas revenir sur une carrière spécifique, on va repartir sur un format qu'on avait déjà fait, à savoir l'origine de plusieurs immenses tubes que vous connaissez, que papa connaît, que maman connaît, que tout le monde connaît plus ou moins. La dernière fois c'était les samples et cette fois-ci ce sont les reprises. Qui a repris quoi, comment, pourquoi et comment est-ce qu'une chanson peut cartonner à un moment précis, avec un message précis, avec une interprète précis et passer totalement inaperçu avec une autre interprète à un autre moment de la vie. Parce que finalement les chansons ce ne sont pas que des mots et des mélodies, c'est aussi ce qu'elles ont pu apporter à certains moments de nos vies et c'est sur ça qu'on va repartir dans cette vidéo toute tranquille, spéciale Noël, pas d'analyse, rien du tout, on se pose, on passe un moment en famille parce que nous sommes un peu la famille, là on se retrouve quand même tous les dimanches, on like, on commente, on partage, on s'abonne à la chaîne et j'entends déjà la voix. Oui, toute personne qui a déjà allumé sa télévision en France connaît forcément le titre « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais » de Sheila. À chaque fois dans la pub de Justin Bridou, et je ne sais pas combien ces gens payent pour que leur pub passe aussi régulièrement, mais c'est sûr qu'ils ont contribué, on sera tous d'accord, à un matraquage absolument inégalé sur cette chanson-là. Il y a un truc très particulier et très intéressant pour nous fans de R&B et de hip-hop moderne dans la carrière de Sheila dont on parlera un autre jour. En tout cas, ce titre sort en 1964, c'est l'un de ses plus gros tubes, mais c'est surtout une reprise d'un titre américain du groupe Manfred Mann qui s'appelait donc Dua Lili, le gimmick qu'on entend tout au long de la chanson. Ça ne devrait pas vous surprendre, surtout si vous avez vu la vidéo sur Claude François. Beaucoup de tubes français de cette époque-là sont en réalité des adaptations de chansons qui ont cartonné aux États-Unis à la même époque. Sauf que la version du groupe Manfred Mann était aussi particulière. Pourquoi? Parce que c'était déjà une reprise d'un groupe de R&B afro-américain, à savoir The Exciters, qui avait sorti leur version en 1963. En restant dans la même époque, dans les années 60, il y a une chanson que tout le monde connaît, qui a eu un impact absolument phénoménal. C'est un titre d'Aretha Franklin, et quand on dit Aretha Franklin, en général, beaucoup de gens vont penser à... Non, évidemment, c'est pas la bonne version. La vraie version, c'est ça. Ce titre va avoir un impact absolument phénoménal. Il faut savoir qu'il sort en 1967. Il va devenir un véritable hymne féministe. Il va passer 12 semaines en tête des charts aux États-Unis. C'est un bouleversement culturel cette chanson. Sauf qu'il faut savoir qu'à la base, c'est une chanson écrite par un homme. Otis Redding. Il écrit dans Respect et à la base, Respect est une chanson hyper machiste parce qu'il dit à sa femme, moi je ramène l'argent au foyer, toi tu ne fais pas grand chose là à t'occuper des enfants et encore c'est pas trop difficile, je demande quand je rentre à la maison un peu de respect. Et le twist qui est absolument magnifique, c'est que Aretha va changer la phrase. Lui dit « Je demande quand je rentre à la maison un peu de respect » et Aretha va dire « Je demande quand tu rentres à la maison un peu de respect parce que mec, c'est moi qui gère tout. Sans moi, tu n'as absolument rien. » Et beaucoup de femmes dans le monde vont se reconnaître dans ce titre-là et ça reste jusqu'aujourd'hui un hymne absolument intemporel. Dans la même lignée de ces chansons qui ont marqué l'histoire de l'émancipation des femmes, et cette fois-ci même de l'émancipation plus ou moins sexuelle de beaucoup de femmes dans la pop music, il y a un titre que tout le monde connaît, que personne n'a oublié, et qui vient même d'être intégré au Congrès des États-Unis, mesdames et messieurs, en tant que trésor national en fait. Il fait partie du patrimoine historique de l'histoire de la musique américaine. On parle bien sûr de
Non? Personne trouve? Et si je vous dis, attendez, j'essaie quand même de le faire bien. Veux-tu bien coucher avec moi ce soir? Oui, les gars, peu de gens le savent, mais la toute première version, la toute première démo du fameux Lady Marmalade était chantée par des hommes. Le groupe The 11th Hour qui fait sa démo qui passe totalement inaperçue. Et finalement, le producteur va proposer la chanson au groupe Label avec la légendaire Patti Label. Parce que maman Patti nous ment et elle nous a menti jusqu'au dernier versus là. Elle dit qu'elle a écouté la chanson, mais que elle, comme elle est chrétienne et tout, elle ne comprenait pas ce qu'elle chantait, notamment sur la fameuse partie. Or, on n'a pas besoin, je pense, pour toutes les personnes qui ont écouté Lady Marmalade une fois dans leur vie, surtout la personne qui l'a chanté en premier lieu, de comprendre que ça parle d'une prostituée. Mais elle dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle chantait, notamment la fameuse partie française. Elle dit qu'elle a chanté sans comprendre, et malgré tout, ça lui a donné ce fameux tube totalement iconique. A été reprise des centaines de fois, les All Saints l'ont reprise. Et bien sûr, la reprise la plus connue, c'est celle de Christina Aguilera, Missy Elliott, Lil Kim, Maya et Pink en 2001. Elles vont gagner un Grammy pour cette reprise avec les Yei Yei de notre amie Christina. Ça donnait ça. Vu qu'on vient de parler de vocalistes un peu agressives, on ne peut pas parler de la vocaliste suprême de l'industrie de la pop, à savoir Whitney Houston, qui a certainement l'une des chansons les plus écoutées et certainement l'un des titres les plus vendus de toute l'histoire de la musique. Vous le connaissez tous, I Will Always Love You, la balade romantique qui a changé des vies. C'est le titre le plus vendu par une femme dans toute l'histoire de la musique. La chanson a cartonné de fou. Mais il faut savoir que Whitney Houston n'a jamais rien touché en termes de royalties sur cette chanson. C'est-à-dire que quand vous la streamiez, quand elle passe en radio ou quoi que ce soit, elle n'a jamais rien touché. Et pour cause, elle ne l'a pas écrite. C'est une reprise d'une chanson de Dolly Parton, la légende de la country. Le titre sort en 1974. C'était son petit ami de l'époque qui voulait qu'elle l'écrive. Mais la chanson passe plus ou moins inaperçue à sa sortie. Mais Dolly Parton croit en ce titre. Donc elle insiste. En 1982, elle le ressort. Ça ne marche pas non plus de ouf, la chanson n'est que 52e aux États-Unis. Elle se dit merde, il y a quelque chose avec cette chanson que je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi le problème. Du coup, elle va taper chez Patti Label dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va chez Maman Patti, elle lui dit Patti, les vocals incroyables que tu donnes là, vous savez que Patti, les vocals, c'est ça quoi. Elle lui dit je pense que si toi tu reprends la chanson, cette chanson va cartonner, toi et moi on va gagner. Patti prend la chanson, elle met dans un coin, elle commence à réfléchir. Des fois, elle hésite, elle réfléchit. Des fois, elle fait I will, oh. Après, elle se dit bon, je sais pas sûr. Un jour, un producteur appelle Dolly et il lui dit finalement que nous sommes en train d'enregistrer un film avec Whitney Houston et je pense qu'on va reprendre ta chanson I Will Always Love You. Dolly dit Dieu merci, cette Patti Label, depuis que je ne fais que lui dire, elle ne comprend pas. Et en plus, c'est un coup de chance pour Dolly. Pourquoi? Parce qu'à la base, la chanson qui était censée être reprise par Whitney Houston dans le film Bodyguard, c'était ce titre-ci. Le producteur va finalement changer d'avis parce qu'au même moment, la chanson était utilisée dans une publicité pour les boîtes de conserve. Il s'est dit, bon, les gens vont écouter ça dans le truc de boîte de conserve là. Ils vont lier ça à mon film romantique et tout avec une des plus belles femmes au monde. Enfin bref, ça fait cheap. Et c'est comme ça que Dolly va récolter le gros lot parce qu'effectivement la version de Whitney Houston va exploser tous les chiffres croyables et imaginables dans l'industrie du disque et ça continue jusqu'aujourd'hui de très très bien streamer. Et de l'autre côté, ça va donner une notoriété monstre à Whitney Houston aussi partout dans le monde, même si effectivement elle ne va pas toucher de royalties parce que bon, elle n'avait pas écrit la chanson. Et Dolly, qui croit toujours beaucoup en cette chanson là, avait enregistré en 95 une autre version country où elle chantait elle-même le titre accompagnée d'un autre chanteur. Elle l'aime éternellement ce titre.
Elle a été incroyablement maligne sur ce coup-là. Même le fait d'avoir proposé ça à la base à Patti LaBelle était déjà très intelligent en se disant, vu que c'est l'ère des vocalistes, autant pousser vers celle qui pousse bien la voix. Ma chanson va certainement prendre, j'ai tout ce qui est bien dans la chanson. Et ça a effectivement pris. Patti va avouer avoir regretté de ne pas avoir appris à la garder ça pendant plusieurs années. Et quand Whitney est passée, c'était la tornade. C'est très difficile de revenir derrière quand une vocaliste extrêmement douée est déjà passée. C'est aussi ce qui s'est produit avec le titre It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion, qui va avoir un succès phénoménal en 96. À l'époque, ça va devenir son plus gros tube dans le monde, ça va la propulser. C'est d'ailleurs aussi l'un des clips les plus coûteux de toute l'histoire de la musique. C'est pour moi d'ailleurs l'un de ses plus marquants, elle le parodie souvent. Et à la base, la chanson sort en 1989 sur le projet de Gene Steinman. C'est un producteur extrêmement connu dans la pop music. Il a produit pour Bonnie Tyler et pour plein d'autres artistes dans les années 80. Il se dit là, je vais faire un projet où j'écris quasiment toutes les chansons et j'appelle de nouvelles artistes. Dans les nouvelles artistes qu'il appelle, il y a notamment un groupe qui s'appelle Pandora Box qui vont donc porter cette chanson-là. Quand le titre a été enregistré, Jimmy l'avait fait écouter à plusieurs personnes, dont le rocker Meat Loaf. Lui, il voulait absolument l'enregistrer, mais il lui a dit, c'est une chanson pour les femmes. Déjà, le mec était frustré. Quand ça a floppé avec Pandora Box, il lui a dit, tu as vu, tu as fait chanter ça par des femmes, ça a floppé. En 96, Jimmy a sa revanche quand ça explose totalement avec Céline Dion. Mais ça ne convient pas à Meat Loaf qui va sortir la chanson sous sa propre version en 2006 et ça va quand même avoir un petit succès dans certains pays européens. Mais même si ça peut aider, et notamment ça aidait beaucoup dans les années 80, dans les années 90, parce que c'était la période des vocals, quoi, ce n'est pas toujours la voix qui va faire en sorte qu'une reprise fonctionne plus que la version originale. Le cas présent est une des illustrations les plus iconiques, vu qu'on va revenir sur notre tendre amie, notre tata, Jennifer Lopez, et l'un de ses tubes les plus connus dans le monde, à savoir Waiting for Tonight. En plus, si tombe bien, c'est la fin d'année. Vous savez, à la fin du clip, il y a le compte à rebours. C'est vraiment le titre pour tout donner le jour de son 31 quand on passait à l'an 2000. Et il faut savoir qu'à la base, même si ça va cartonner donc dans cette période-là entre 99 et 2000, et c'est extrait de son album On The Six, c'était une reprise officielle. Il n'y avait pas voulu autre chose du groupe Third Party. La chanson est sortie en 97 dans leur album Alive. Et elles ont complètement floppé. Du coup, les producteurs l'ont proposé à plusieurs autres chanteuses. Jennifer Lopez a mis la main dessus et c'est entré dans son catalogue. En 1993, un jeune petit chanteur de country sort une chanson où il promet l'amour infini à sa meuf. Il lui dit que vraiment elle est la pluie de ses désirs, il n'en peut plus et qu'il lui restera fidèle du premier au dernier jour. Il chante sa petite chanson à la guitare, ça s'appelle I Swear. Lui-même s'appelle John Michael Mangry. Ça sort et les fans de country écoutent ça, c'est pas mal, elles aiment bien, mais bon, elles sont un peu sceptiques, elles se disent, bon, nous on connaît quand même ce genre de gars là, ils vont te promettre la lune et après ils vont finir comme Trump à te dire qu'ils grab by the pussy. Donc la chanson n'est que 42e aux États-Unis. Mais un jour, le producteur David Foster écoute la chanson. Il contacte un de ses amis qui est en train de former un nouveau groupe de jeunes chanteurs. Ils se disent, bon, on va leur faire chanter la chanson. Ils reviennent vers John. John commence à s'expliquer. Il dit non, je veux garder mes droits d'auteur. En plus, franchement, ça a bien marché pour moi, quoi. Les filles aiment bien ça. Je ne pense pas que ça puisse faire plus. Les gars lui disent, frère, on connaît. Donne-nous tes conditions. John continue, il dit non, c'est une chanson d'amour. Je pense pas que ça puisse exploser de ouf. Mais bon, je veux mes droits. Je veux qu'on retienne que j'ai participé à l'écriture et ce genre de choses. Les gars lui disent, il y a absolument aucun souci. Ton nom sera même écrit en gras. Ils prennent la chanson et ils vont aller trouver un groupe de 4 jeunes hommes super talentueux vocalement, très frais physiquement, pour la réinterpréter à la sauce R&B pop dans un clip tout à fait moderne, suave comme elles aiment. Le truc du cowboy dans la savane là ne les faisait absolument pas rêver. Elles voulaient pas aller traire les vaches et tout. Mais quand elles vont voir 4 beaux gosses
frais, avec les belles voix, les chœurs, les harmonies. Et en plus, avec leurs amis, chacune va pouvoir se dire, voilà mon préféré, l'autre c'est mon préféré, ce genre de choses. Bref, I Swear va devenir, un an simplement après la première version country, l'un des plus gros tubes de l'année 94. Ils ont boosté les hormones et surtout les émotions de ces jeunes dames-là comme jamais. Et c'est aussi ce qui s'est passé en 2001 lorsque les Destiny Child ont sorti leur titre Emotion, qui était l'un des extraits de l'album Survivor. Et ça avait d'ailleurs donné le live où Beyoncé veut absolument montrer à Céline Dion qu'elle sait chanter. Vous vous rappelez, elle était décidée quoi. C'était sa Starac, Céline Dion devait voir. Sauf que Céline, ça restait encore Céline, et surtout, la chanson fut un tube qui a donné lieu à des mèmes absolument extraordinaires. Je pense que toutes les personnes de ma génération n'oublieront jamais le fameux sketch de Mad TV où on ne voit que Beyoncé sur la fin parce qu'elle élimine Kelly et Michel, ce qui parodiait sa manière de prendre toute la lumière à l'époque. Mais il faut savoir que ce titre fait en réalité partie de l'immense catalogue des Bee Gees. Ils vont écrire énormément de hits que vous connaissez tous comme celui-ci. Et Emotion particulièrement a été écrite pour une chanteuse australienne, Samantha Sangs, en 1978 et elle a été un immense succès partout dans le monde. Cette année, Tank essaie de faire pas mal de moves pour faire son comeback. Il a eu quelques soucis médicaux, mais il est notamment revenu avec un single qui s'appelle Can't Let It Show. On retrouve beaucoup d'influence de R. Kelly et surtout, quand vous écoutez bien la chanson, je vais voir si vous allez détecter tout de suite qui est samplé. Parce qu'à la sortie de cette chanson, beaucoup de gens m'envoyaient des messages pour me dire à chaque fois « Oui, il sample Maxwell, il reprend la chanson de Maxwell. » Et en fait, ce n'est que très partiellement vrai. Parce qu'effectivement, Tank fait quelque chose que Maxwell avait déjà fait. Maxwell, en 2001, va sortir l'album Now. Dans cet album Now, il va sortir une chanson qui s'appelle This Woman Works, qui est en fait une ode à la détermination féminine, qui va devenir l'un de ses plus gros tubes R&B. Et pour beaucoup de gens, donc beaucoup de fans de Maxwell, c'est le titre de Maxwell. Donc en fait, quand ils ont vu Tank sampler une mélodie qui leur semblait similaire à cette chanson de Maxwell, ils se sont dit, on sample Maxwell. Mais en fait, non. Maxwell avait fait une reprise très réussie d'ailleurs d'une chanson totalement différente dans sa version originale parce qu'il reprend en réalité Kate Bush qui a sorti ce titre This Woman's Work en 1989. Vu que nous arrivons désormais au 10e titre de cette vidéo, on va repartir sur une reprise absolument formidable parce qu'elle a complètement bouleversé la chanson. Nous sommes en 2006 quand un groupe anglais qui s'appelle The Ton va sortir une chanson qui s'appelle Valérie. C'est un groupe indé rock, donc le titre, c'est un titre rock avec certaines influences un peu blues par-ci par-là. Mais c'est un titre rock. La chanson va bien marcher en Angleterre et bizarrement un jour, Amy Winehouse va l'entendre à la radio et elle va bien aimer. Elle va rentrer, elle va parler avec le producteur Mark Ronson avec lequel elle est en train de travailler sur son nouvel album et elle va dire à Mark, j'aime bien cette chanson. Au début, Mark est un peu surpris. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais cette fille, je comprends pas. Comment elle peut aimer ce titre alors que elle n'écoute rien qui n'est sorti depuis les années 60 en fait. Apparemment, pour lui, Amy n'écoutait que la musique qui était sortie dans les années 60, 50 et bien avant. Ce qui est sorti après, c'était pas son deal. Donc il est un peu surpris. Il lui dit, bon, si tu aimes bien, pourquoi pas? Mais finalement, elle pousse un peu le bouchon. Elle lui dit, j'aimerais bien qu'on teste des choses avec cette chanson. Et là, il est encore plus surpris, mais elle va aller dans le studio, elle va tester et ça va donc donner Valérie qu'on trouve sur l'album version de Mark Ronson. J'ai toujours trouvé que sa reprise était absolument incroyable. Elle s'est totalement réapproprié la chanson, de telle sorte que quand on écoute la version originale, on écoute sa version, hormis si on repère bien les paroles, finalement elles n'ont rien à voir. Donc franchement pour moi, cette version est un petit chef-d'œuvre, mais j'attends de vous que tout au long de la vidéo, vous me disiez quelle version vous préférez en fait. Est-ce qu'à chaque fois vous préférez les covers ou est-ce que vous préférez les originaux? Moi par exemple sur la version de Whitney Houston, j'aime beaucoup bien sûr la version de Whitney, mais je trouve que la version de Dolly Parton ne démérite pas non plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine émotion, c'est beaucoup plus en retenue, c'est
beaucoup plus intime. Whitney Houston, elle se met à la fenêtre et elle dit c'est fini, je suis détruite et tu pars et bon, je me relèverai après. Et finalement, Dolly, elle ferme tout doucement la porte. Et c'est pas mal, en fait. C'est-à-dire que chacune des versions apporte quelque chose. Pareil, est-ce que vous préférez Lady Marmelade chantée par les labels avec les vocals de Patti LaBelle? Ou alors, est-ce que vous préférez ceux de Christina Aguilera? Et d'ailleurs, préparez-vous parce que là, tout de suite, elle va vous souhaiter joyeux Noël. Baissez le volume de la vidéo. Je n'ai jamais compris en fait. C'est-à-dire qu'on dirait une alarme incendie. C'est un truc de ouf. Bref, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous bien. J'ai choisi 10 chansons pour qu'on passe un petit moment en famille. Mais je veux que vous profitiez de vos familles. Donc je vais pas faire une vidéo à rallonge, en plein, réveillon et ce genre de choses. Profitez d'eux. Merci à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne chaque dimanche et qui avaient passé quasiment toute cette année avec moi. Merci d'être là. N'hésitez pas à me dire quelle reprise vous aimez, quelle reprise vous n'aimez pas. Et aussi une question un peu plus difficile à laquelle on répondra certainement un jour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les chansons qu'on produit pourront être reprises et devenir de gros classiques dans les années à venir, comme c'était le cas dans les années précédentes? Est-ce que vous pensez que les chansons que peut-être que Megan Thee Stallion sort aujourd'hui pourra être reprise dans 10 ans et devenir des classiques dans d'autres versions? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas. Comme je vous adore, avant de se quitter, on va quand même en faire un dernier, à savoir la fameuse chanson de Whitney Houston, encore cette fois-ci, The Greatest Love of All. Une version absolument incroyable, c'est dans mon top 3 de mes chansons préférées d'elle. Et il faut savoir qu'à la base, ce titre a été chanté et a été un tube par George Benson. 10 ans avant, en 1977, il va sortir sa version qui va cartonner. Mais dont le succès sera quelque peu amoindri plus tard par Nippy. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager au maximum, à vous abonner à la chaîne. Joyeux Noël encore. Oui, parce que bon, avec le Covid, bonne année s'est dépassée. Maintenant, le 31 doit se dire entrons seulement. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non.